Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Processus de production, composition, origine des produits. Savons-nous vraiment tout ce qu'il se cache derrière les produits que nous consommons face à un besoin accru des consommateurs d'en savoir plus? Une poignée d'industriels ont décidé de se mettre à nu, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un engagement qu'ils entendent bien porter au plus haut pour que le devoir d'informer s'impose à tous. Bonjour Sébastien Lotin. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de l'entreprise BioFuture. C'est une société spécialisée dans l'alimentation biologique et française. Vous développez les marques Quintessence et Node. Vous êtes également à l'initiative de ce collectif qui s'appelle En Vérité et qui regroupe, en tout cas à sa formation en fin d'année dernière, 12 marques alimentaires. Et ce collectif est devenu, en début d'année, une association. Comment est né ce collectif En Vérité ? Alors, il est né d'un constat. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, c'était pour essayer d'avoir un impact positif sur l'alimentation des Français, mais également sur notre environnement. C'était il y a une petite dizaine d'années. C'est ça, il y a une douzaine d'années. Donc, il y a une douzaine d'années, parler d'agriculture biologique et française, c'était plutôt précurseur. Oui. Ouais, exactement. Mais l'idée, ça me paraissait de bon sens que de nourrir les gens sans chimie et en soutenant notre agriculture paysanne. Et puis 12 ans plus tard, le constat, c'est que finalement, on reste quand même dans un modèle qui est très transformé. On le voit actuellement avec les crises. On découvre que l'huile vient d'Ukraine, que la moutarde vient du Canada ou d'Ukraine, que les cornichons viennent d'Inde. Donc on se rend compte qu'on s'est fait un petit peu déposséder de nos choix alimentaires. Et donc voilà, je trouve que ça ne va pas assez vite. Et on a un enjeu qui est important, qui est un enjeu, le GIEC l'a rappelé, un enjeu de transition écologique qui est urgent. On a 3 ans pour agir. L'alimentation est un levier extraordinaire pour changer notre mode de société. Et donc, j'ai réfléchi à comment est-ce qu'on peut aller plus vite et comment est-ce qu'on peut transformer notre alimentation. Et l'union fait la force. Alors, l'union fait la force. Et puis surtout, le vrai constat, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent pas clairement choisir leur alimentation parce qu'ils ne savent pas clairement l'impact de leur alimentation. Ils ne savent pas ce qu'ils mangent, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas comment c'est fait, quel type d'agriculture, s'il y a des additifs, etc. Et donc, il y a un moment, comment choisir la société dans laquelle on veut vivre si on ne sait pas, finalement, ce qu'on achète concrètement à la caisse du supermarché. Avant d'en revenir sur l'objectif de ce collectif, j'aimerais revenir avec vous sur votre parcours. Vous êtes lyonnais d'origine, vous avez grandi dans une famille de cuisiniers, de traiteurs, bref, vous aimez la bonne cuisine. Vous avez travaillé 15 ans dans de grands groupes agro-industriels sur des fonctions marketing et commerciales avant de fonder BioFuture il y a 12 ans. Et puis il y a un peu plus de 8 ans, vous lancez la marque Quintessence avec cette idée, revisiter les produits de grande consommation, mais version clean label. Comment vous expliquez ce revirement ? Justement, vous avez travaillé longtemps dans l'agroalimentaire. C'est un petit peu pour contrer les dérives que vous avez pu observer. Je crois que je rachète mon bilan carbone personnel déjà, il y a 15 années. Ouais, non, je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs, mais comme vous l'avez rappelé, moi je suis né d'une famille d'agriculteurs, de cuisiniers, de traiteurs, à une époque où on cuisinait plutôt local, plutôt de saison, des produits bruts. Donc j'avais ça dans mon ADN. Et puis ensuite, quand je suis parti effectivement dans les grands groupes, je suis resté dans l'alimentation, mais j'ai découvert une autre alimentation. Et je crois j'ai fermé les yeux pendant longtemps. J'ai fait des deals avec ma conscience parce que voilà, bien payé, des responsabilités, une carrière. Jusqu'au jour où Jusqu'au jour où on devient papa. Voilà, c'est un déclencheur, il faut le reconnaître, et où on rentre le soir pour appliquer ce qu'on a appris à ses enfants et changer de masque. Et puis le matin, quand on repart, on met un autre masque pour nourrir les Français différemment. Je crois qu'il y a un moment, voilà, le compromis avec sa conscience, il s'arrête. C'est très compliqué de changer de masque 2 fois par jour. Donc j'ai préféré quitter le modèle alimentaire dans lequel je m'étais un peu enfermé pour essayer de revenir à des bases, à des fondamentaux qui me semblaient beaucoup plus justes pour tous. Et ce collectif, en vérité, c'est un peu la suite logique de votre engagement ? Ouais, je crois que c'est la fin de ma psychothérapie. Tout va bien maintenant. Ça va mieux, mais je crois que c'est ça, c'est un peu la fin de mon engagement. Vous savez, moi j'ai commencé dans ma cuisine à me dire comment je peux faire ma part. Après, j'ai essayé de me dire comment je peux faire ma part pour les autres en revisitant les produits du quotidien, donc avec Quintessence et Node, donc en élargissant un peu mon impact. Et puis voilà, avec le collectif En Vérité, je me suis dit comment est-ce que on peut faire augmenter l'impact tous ensemble. Donc l'objectif d'En Vérité, c'est de faire transparence sur les produits alimentaires, de permettre en fait aux consommateurs d'avoir la totalité des informations auxquelles ils devraient avoir accès via un affichage. Est-ce que cet affichage est simplifié, standardisé ? Bref, quels critères on va pouvoir mettre sur cet affichage ? Alors, le collectif En Vérité, effectivement, c'est un collectif de marques alimentaires
Et ce qu'on demande, nous, c'est aux législateurs, au pouvoir public, de nous imposer des règles de transparence harmonisées et obligatoires. Parce qu'aujourd'hui, on peut raconter ce qu'on veut en fait sur un packaging. Vous voyez, si vous prenez l'exemple de l'agriculture, de l'impact environnemental de l'agriculture, entre le label Déméter, le label bio, le label valeur environnementale, zéro résidu de pesticides, sans utilisation de pesticides, agriculture durable, il y a 30 labels différents. Et on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Exactement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc le consommateur ne peut pas évaluer réellement son impact. Donc ça, c'est plus possible. Les belles histoires, les labels privés, toutes ces choses-là, il faut en sortir. Donc il faut une grille standardisée. Finalement, vous cochez la case ou non. Il faut des indicateurs qui soient les mêmes pour tous, sur des critères d'impact. Alors vous parliez des critères. Les Français, quand on achète un produit alimentaire, on a envie de savoir quoi. C'est très basique en fait, c'est plein de bon sens. D'où ça vient. Voilà, on a envie de savoir d'où ça vient. Aujourd'hui, entre Made in France, produit en France, conditionné en France, origine France, et puis plus tous ceux qui disent pas. France, d'où ça vient, voilà, exactement, on met un drapeau. Et tous ceux qui font autrement ne le disent pas, on s'y perd. Donc les gens, ils ont envie de savoir d'où ça vient. Donc ça, c'est le premier critère. Ils ont envie de savoir s'il y a de la chimie et s'il y a un impact environnemental du coup qui est pas bon pour leur environnement. Ils veulent savoir également s'il y a des additifs cachés dans leurs produits et ils veulent savoir si c'est bon pour leur santé. Voilà. Ça, c'est les 4 critères. Sur la santé, on a le Nutri-Score qui n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, exactement, malheureusement, mais qui est un très bel exercice parce que le Nutri-Score a réussi à vulgariser, à rendre assez compréhensible quelque chose de très complexe qu'est la nutrition. Alors, il n'est pas parfait, il mérite encore des évolutions, il y a encore des petits trous dans la raquette, mais il faut le rendre obligatoire parce qu'on aura tous la même règle du jeu. L'écueil des étiquettes, enfin l'écueil qu'on remarque, c'est qu'elles sont souvent pas trop petites. Il n'y a pas énormément de place sur l'emballage d'un produit. Comment on peut, en plus de la composition, parce que la liste des ingrédients figure généralement quand même sur tous les produits alimentaires que l'on achète aujourd'hui, comment on peut faire figurer toutes ces informations? Est-ce qu'on peut envisager peut-être, je ne sais pas, une étiquette digitale? Alors c'est une super question. En fait, on a une problématique effectivement qui est l'exécution sur le packaging. Alors il y a 2 réponses. Alors l'étiquette digitale, c'est une solution, mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, on va demander aux consommateurs. Et on risque d'écarter certaines personnes. Voilà, déjà on va effectivement malheureusement écarter certaines personnes et puis on demande encore aux consommateurs d'être le détective privé de son alimentation. Donc nous, on préconise un affichage on-pack. Et vous savez, les industriels, quand vous prenez un emballage, il y a une tonne de mentions. En fait, ils savent très bien communiquer sur tout ce qui les arrange. Donc, il y a un moment, nous, ce qu'on prône, c'est le moins pour mieux. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 50 labels, c'est drôle de l'entendre de la part d'un ancien directeur marketing dans l'agroalimentaire. Je crois qu'il faut revenir à l'essence de notre métier. On a un métier qui est formidable, c'est de nourrir les gens. C'est une vraie responsabilité. Avant de leur donner plein d'informations qui sont futiles, je pense qu'on devrait leur donner les 4 vraies informations fondamentales. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'alimentation d'aujourd'hui, sur les enjeux qui se posent à nous aujourd'hui, mais aussi pour demain? Parce qu'on parle de durabilité. Alors, il y a de très belles initiatives. Moi, je vois au quotidien plein d'initiatives formidables qui vont dans le bon sens. Après, je nourris aussi quelques inquiétudes, à la fois consommateurs, parce qu'on voit bien qu'avec la crise actuelle, les consommateurs ont plutôt une tendance à se replier sur leur pouvoir d'achat, et même des gens qui ont les moyens, ils sont en train de reporter à demain les initiatives positives qu'ils avaient mis en œuvre. Donc, je trouve que justement, dans l'arbitrage, c'est dommage. Est-ce qu'on va se diriger vers un produit vers lequel on a toutes les informations disponibles, ou celui qui sera le moins cher? En ce moment, on a plutôt une tendance à se replier sur le prix. Et le prix n'est jamais un bon conseiller pour la durabilité. Et le deuxième point, c'est que je trouve au niveau politique, je considère qu'on a un manque de courage. C'est-à-dire qu'on a traversé des crises qui sont importantes. On a envoyé beaucoup d'argent dans le système, mais finalement, on n'a pas attaqué les causes des problématiques. Et donc, on se retrouve en sortie de crise ou en milieu de crise avec toujours les mêmes causes qui produiront demain toujours les mêmes effets. Et je pense qu'à un moment, cette crise en Ukraine, elle révèle que notre modèle agricole, il est fragile, qu'on ne sait pas d'où viennent les choses et que quand il y a un problème quelque part, on le paye tous, même nous qui sommes en agriculture bio et française. Donc je pense qu'il faut du courage politique pour maintenant imposer des règles du jeu claires et communes à tous les produits alimentaires. Est-ce que davantage de transparence permettrait aussi de changer le modèle de production, d'élevage, de fabrication? C'est indéniable, on l'a vu quand Yuka est arrivé. Avant même que les consommateurs choisissent et changent leurs habitudes d'achat, les industriels avaient déjà commencé à nettoyer leurs recettes. Le Nutri-Score n'est pas encore obligatoire. Je peux vous dire que toutes les R&D des grands groupes travaillent sur du Nutri-Score A et B. Donc en fait, on sait très bien que l'information, avant même d'être obligatoire, elle fait déjà bouger les lignes. Alors quand en plus elle est obligatoire, le consommateur, moi je mise sur l'intelligence collective des Français. Quand ils ont une information, ils s'en servent.
Vous parliez du politique, est-ce que vous pensez que l'alimentation a été un sujet oublié, une thématique trop peu abordée lors de cette campagne présidentielle ? Indéniablement, oui. Je crois que vraiment on est passé à côté d'une belle opportunité de changer le quotidien des Français et de le changer sur la durée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui souvent n'ont pas les moyens, ce sont les plus frappés par la malbouffe. Ils sont souvent plus malades, ils sont souvent, malheureusement, ils gâchent davantage et ils ont un impact évidemment écologique qu'on paye tous collectivement, un impact santé qu'on paye tous collectivement. Donc c'est très injuste en fait. L'alimentation, c'est un sujet qu'on doit tirer vers le haut parce qu'elle bénéficie clairement à tous sur nos emplois agricoles, sur nos emplois dans les PME, sur notre santé, sur notre planète, c'est-à-dire là où nos enfants vont jouer demain. Donc je pense qu'on est passé à côté d'une belle opportunité d'utiliser l'alimentation comme un levier de transformation. Ouais. L'idée du collectif, c'est d'interpeller les pouvoirs publics. L'échéance des législatives arrive. Est-ce que cette campagne aussi est l'occasion pour vous d'aller interpeller ceux qui vont se présenter à nous ? Alors on attend avec impatience de connaître la nouvelle Assemblée parce qu'on va identifier effectivement les leaders sur lesquels on peut s'appuyer pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, au sein du collectif, on a 52 marques. Donc on a eu beaucoup de marques qui nous ont rejoints. 12 à la formation, comme je le disais. Exactement, 12 en janvier, on est 52 avec des plus petites marques comme les nôtres, mais aussi des grosses marques qui sont dans le placard de tous les Français. On a Candia, on a Yoplait, on a Jardin Bio, on a Dossi, Alpina Savoie, Lobodis pour le café. Donc c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. On a des distributeurs qui sont en passe de nous rejoindre. Donc évidemment, la prochaine étape, c'est d'aller interpeller très clairement les politiques, peut-être jusqu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais c'est un moment, c'est de les mettre face à leurs responsabilités. On ne demande pas aux politiques d'interdire quoi que ce soit. Au contraire, le politique va pouvoir autoriser tout le monde à faire ce qu'il veut. La seule condition, c'est de le dire. En toute transparence. En toute transparence. Vous voulez utiliser des nitrites ou du glyphosate, faites-le. Mais dites-le. Mais dites-le. Exactement. C'est aussi 2022, c'est l'année de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que vous avez pour objectif aussi de porter cet engagement et cette obligation au plus grand nombre au niveau européen ? Alors, c'est intéressant parce que j'entends souvent, moi, dans les objections, c'est pas possible parce qu'il y a l'Europe, etc. Je pense qu'en fait, c'est tout à fait injuste, c'est tout à fait possible. Et on le voit avec le Nutri-Score qui est en train d'être porté au niveau européen, on le voit avec d'autres initiatives, la consigne de tri, par exemple. Moi, je serais très fier que la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme, donc le droit de savoir ce qu'on mange, et qui est le pays de la gastronomie, soit le pays pilote sur les enjeux alimentaires. On a une magnifique opportunité d'être un référent européen pour faire bouger les lignes et transformer notre agriculture européenne. Donc c'est génial et on sait parfaitement imposer des étiquetages. Si on prend la consigne de tri, on est obligé, nous industriels, de marquer, vous savez, sur nos emballages, dans quel emballage mettre dans quelle poubelle. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a harmonisé un étiquetage pour dire aux Français ce qu'ils devaient donner à manger à leur poubelle. Il serait peut-être temps de le faire pour leur dire ce qu'il faut donner à manger à leurs enfants. Droit de savoir, devoir d'informer. Merci beaucoup Sébastien Loctin. Je rappelle que vous êtes le fondateur du collectif En Vérité. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.